Voilà, bonsoir à tous. Donc, on est maintenant, la conférence est enregistrée et nous sommes également en direct sur nos pages Facebook Denis Green et Denis Lab. Bon, le temps que j'aille faire le partage, je me rends compte que mon collègue Ali Kouma n'est plus connecté. Ce soir, il me semble que les connexions, l'électricité font défaut du côté de Bamako, mais on va faire de notre possible pour tenir cette conférence. Comme à notre habitude, on s'accroche et on espère que ça va pouvoir fonctionner. Alors, j'espère que notre intervenant est toujours en ligne. Je vois son nom s'afficher. Jacob, si vous pouvez, voilà, ça me rassure. Je me sens un petit peu moins seule. Merci beaucoup. Voilà, donc je me charge de l'introduction en l'absence de mon collègue, simplement pour déjà remercier notre intervenant et vous tous les participants qui faites votre possible pour participer malgré le challenge que peut représenter l'accès à Internet de là où vous êtes. En tout cas, je rappelle que tout est enregistré et vous pouvez visionner à tout moment ces conférences si jamais les conditions ne vous permettent pas de participer. Nous sommes dans la 4e semaine de notre cycle de conférences que nous avons appelé Denis Green. L'objectif, c'est de former, sensibiliser un maximum de personnes sur les aléas climatiques, sur l'impact des changements climatiques, sur ce que nous allons vivre ces prochaines années. Il y a des impacts que nous connaissons, beaucoup d'incertitudes également, mais il est très important de pouvoir se préparer et en tant qu'entrepreneur, réussir à maîtriser ce qui va se passer, l'intégrer pour pouvoir proposer les meilleurs produits et solutions sur son marché. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'informer, mais surtout d'inspirer, de proposer des solutions. Et on apprécie beaucoup tous ces échanges d'expériences d'intervenants qui sont à la fois parfois des scientifiques, parfois des ingénieurs, des experts métiers, parfois des acteurs de la société civile et aussi beaucoup de témoignages d'entrepreneurs en action qui ont décidé de relever leurs manches pour réussir à trouver des solutions à des problématiques qui vont toucher les questions énergétiques, eau, assainissement, mais aussi dans le bâtiment ou dans le domaine agricole. Alors, il y a vraiment une grande diversité de témoignages et on espère que tout cela vous permettra d'imaginer un très bon projet de création d'entreprise ou d'affiner votre entreprise que vous gérez actuellement. Voilà. Donc, je souhaite la bienvenue à Jacob Wölki, qui a accepté, je le reconnais un petit peu à la dernière minute d'intervenir. Je le remercie vraiment. Ce n'était pas si simple de trouver des intervenants sur les questions d'eau et d'assainissement, puisqu'on est dans le module qui est dédié à cette question. Voilà, Ali, j'ai pris ta place. Hein. Donc, j'ai fait l'introduction, donc je continue pour introduire notre intervenant. Donc, Jacob Wölki, vous êtes l'actuel directeur pays de l'association Borda Africa au Mali. Vous-même, vous êtes diplômé en gestion adaptative de l'eau à l'université de Wageningen aux Pays-Bas et vous avez de l'expérience en gestion de projet et recherche pas de dans des souci. organisations internationales et dans des ONG dans le domaine de la gestion de la ressource en eau et des eaux usées, l'adaptation au changement climatique et la réduction des risques catastrophiques. J'éteins le son de mon collègue. Alors, donc, vous êtes à la tête de Borda, donc, que je ne connaissais pas avant cette conférence, mais donc Borda, c'est une ONG qui a été fondée en 1977 et qui contribue à l'atteinte du 6e objectif de développement durable, qui vise donc à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et d'assurer une gestion durable des ressources en eau. Donc, au Mali, vous implémentez actuellement 3 programmes dans 2 régions du Mali et le district de Bamako. Alors, c'est une ONG qui œuvre avec une approche très participative pour impliquer les communautés, pour trouver les technologies les plus adaptées, les plus appropriées
pour une meilleure gestion de l'assainissement. Et je suis certaine que ça va bien au-delà du coup de l'assainissement. Et donc, vous œuvrez également pour former les populations locales, renforcer leurs capacités pour faire que les projets que vous mettiez en place puissent améliorer durablement leurs conditions de vie. Voilà pour l'introduction. Alors, on espère que vous allez pouvoir nous éclairer sur les enjeux, les défis que vous devez relever au quotidien et justement, quelles sont les solutions possibles dans un contexte sahélien, dans un pays comme le Mali. Quels sont les projets que vous avez décidé de mettre en œuvre et pourquoi? On espère que cette conférence pourra vraiment nous éclairer, tout en sachant que les participants aiment aussi beaucoup interagir. Donc, on est là pour pouvoir leur ouvrir le micro. Il y a une trentaine de participants actuellement connectés qui n'hésiteront pas à vous poser directement leurs questions pour approfondir le sujet. Voilà, j'ai assez parlé. Je vous laisse maintenant ouvrir votre micro et puis, en tout cas, si vous avez une présentation, la dérouler. Et puis, on est vraiment très content de pouvoir avoir cet échange avec vous. Merci encore. D'accord, merci Élodie. Bonjour tout le monde. Je suis honoré de pouvoir participer ici. Merci de passer votre vendredi après-midi avec nous, avec moi. Introduction a été faite. Nous sommes au Mali depuis 2017 et notre approche ou notre spécialisation de Borda, c'est surtout les stations de traitement des boues de vidange décentralisées. Alors, il y a beaucoup de défis dans ce domaine. On essaie toujours, et c'est ce qui lie bien avec cette série de présentations, de trouver des modèles économiques durables, parce que si personne fait de l'argent avec, ça ne tient pas. Alors, la présentation que j'ai préparée, on va faire un petit tour, une introduction dans la gestion durable de l'eau et d'assainissement. Et je vous donne plutôt un contexte et après on peut réfléchir ensemble sur les opportunités qui grandissent de ce contexte. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que ça marche? Alors, voilà, ça apparaît. Voilà, c'est à l'écran. Très bien. C'est bien la présentation et pas mes notes. C'est bien la présentation, oui. D'accord, parfait. Alors, en fait, Élodie avait proposé de référer sur les solutions pour améliorer l'accès à l'assainissement au Mali. Plus tard, je vais vous demander la même question. Et voilà, on commence avec une belle image de notre planète qui est bleue. Alors, c'est vraiment de l'eau surtout sur la surface. Et maintenant, pourquoi est-ce que nous avons une crise de l'eau? Il y a le changement climatique qui aggrave les problèmes qui sont déjà là, surtout au Sahel. Il apparaît que les patterns, ça change. Quand est-ce que l'eau est là, dans quelle quantité et comment gérer. Alors, l'eau est la ressource naturelle la plus importante. Sans elle, vie n'existerait pas. Alors, il y a l'eau partout. C'est un réactif essentiel pour les organismes, pour la vie aquatique. Il y a l'eau potable pour les animaux et les hommes.
il y a l'utilité dans les ménages et l'industrie, l'alimentation en énergie qui se fait avec l'eau. Dans le nord, chez nous, il y a aussi les glaciers, par exemple. Alors, beaucoup de eau fraîche, c'est dans les régions polaires et alpines. Aussi, une certaine quantité d'eau est contenue dans l'air sous forme de vapeur d'eau, des gouttelettes d'eau, cristaux de glace dans la biosphère. Alors, il y a d'énormes quantités d'eau qui sont également liées à la composition des différents minéraux de la croûte terrestre ou du noyau de la Terre. Maintenant, nous sommes faits à 65% environ de l'eau, alors c'est assez important. Ici, nous voyons 70% de la surface de la Terre sont couvertes d'eau et seulement 2,5% de ça, c'est l'air douce, l'eau douce. Alors, de ça, on a seulement 0,5% qui sont utilisables en fait. On voit ici une image, il y a l'eau de l'océan par rapport à la Terre, c'est la grande boule. La petite boule, c'est la quantité d'eau douce sur Terre. Et la plus petite boule, je ne sais pas si on la voit, c'est l'eau disponible pour les plantes et les animaux. Alors, c'est vraiment une ressource limitée. Voilà, il faut s'en rendre compte. Alors, l'utilisation de l'eau, c'est d'abord l'agriculture, l'industrie et bien sûr la consommation domestique. Et à la droite, on voit que bon, il y a une différence entre le nord et le sud. Ici, surtout, beaucoup de l'eau est utilisée dans l'agriculture pour l'irrigation. Alors, ça représente 82% de la consommation de l'eau. En même temps, la répartition de la consommation d'eau domestique dans les pays de l'Ouest, je disais, il y a une grande consommation par tête et ça diminue. Je n'ai pas les chiffres pour le Mali, mais ça devrait à peu près être comme Burkina Faso ou le Niger. Voilà, il y a une grande différence entre ces pays et ça joue aussi sur les solutions qui sont applicables, sur les besoins qui sont là et surtout sur l'importance qu'on donne à les différents domaines, si c'est agriculture, domestique ou industrie. Voilà, petite récapitulation. Il y a la quantité d'eau est constante, ça ne change pas. Alors, ça se trouve dans un cycle où l'eau tombe comme la pluie, ça s'infiltre, il y a les rivières, les océans, ça évapore et après ça tombe encore sur Terre. Maintenant, pour voir surtout ici, comme l'agriculture est le plus grand consommateur d'eau, et c'est là que les cycles de nutriments se rencontrent. Outre le sol, l'eau, le soleil et le travail, l'agriculture a besoin des nutriments. Alors, on a dit, c'est le plus grand consommateur d'eau.
mais il nous faut aussi les nutriments. Voilà. Nutriments sont des substances chimiques dont toutes les plantes et tous les animaux ont besoin pour leur croissance. Alors, il y a le carbone, l'hydrogène et l'oxygène qui représentent 95 à 98% de la masse de tous les êtres vivants. Et en tant que nutriments, pour les plantes, il y a l'azote, le phosphore et le potassium qui revêtent une grande importance. Voilà les macronutriments. Et ça aussi, c'est dans un cycle. Alors, ces nutriments sont essentiellement des éléments chimiques. Ils sont continuellement dans un mouvement circulaire. Ce cycle de nutriments est donc c'est un terme général qui décrit comment les nutriments se déplacent de l'environnement physique vers les organismes vivants et sont ensuite recyclés dans l'environnement physique. Alors, les nutriments présents dans le sol sont absorbés par les plantes. Après, ils sont consommés par les humains et les animaux. Ils sont excrétés à nouveau par eux ou ils sont relâchés dans l'environnement lorsque les organismes meurent. Par exemple, quand les plantes perdent les feuilles. Et ensuite, il y a les micro-organismes qui sont présents dans le sol, qui décomposent cette matière et rendent les nutriments disponibles sous leur forme minérale, ce qui permet aux plantes de les reprendre encore. Maintenant, dans un écosystème agricole, les minéraux et la matière organique sont exportés du sol par la récolte des produits. Alors, oui, les plantes poussent, grandissent, on les récolte et on ne le remet pas dans le sol. Alors, ce cycle est interrompu. Nous avons une consommation globale de nutriments à cause d'une croissance de la population du monde et la production de la nourriture qui augmente depuis des années. Et les agriculteurs du monde entier ont besoin de 200 millions de tonnes de nutriments produits synthétiquement. Et là, c'est surtout l'azote, phosphate et le potasse qui est utilisé. Et là, dans le contexte sahélien, il est la question de disponibilité et d'une accessibilité financière. Est-ce que c'est durable de vraiment produire ces nutriments synthétiquement? Alors, on va faire une petite excours d'où viennent les nutriments. Le azote, ça vient de l'air. Il y a azote et hydrogène qui est utilisé dans le procédé Haber-Bosch. Et voilà, avec ça, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est une procédure pour rendre l'azote de l'air en forme physique. Voilà, Haber-Bosch, ils ont reçu un prix de Nobel pour cette innovation. Deuxième chose, le deuxième nutriment qui est dans les engrais chimiques, c'est le phosphore. C'est aussi un nutriment essentiel, indispensable à la production de nourriture. C'est assez abondant sur Terre, mais c'est limité aussi. Maintenant, nous voyons ici les réserves en phosphore qui existent sur Terre. Et selon les prévisions, on a encore au maximum 130 ans, minimum 60 ans jusqu'à ce que ces réserves sont utilisées.
Et voilà. Après, le phosphore se trouve quelque part, mais pas là où on a besoin. Ça, c'est les ressources en phosphore dans le monde. Alors, il y en a beaucoup au Maroc et Sahara de l'Est, en Chine et en Afrique du Sud, un peu aux États-Unis aussi. Alors, il y a seulement quelques grandes réserves dans le monde. Le pic phosphore, alors la production augmente probablement jusqu'à 2030 et après on va devoir trouver d'autres sources de phosphore pour notre production agricole. Voilà, alors comment gérons-nous ce cycle de l'eau et de nutriments? Est-ce que tout va bien? Peut-être pas. Alors, les ressources en eau sont soumises à une... Tout va bien, oui, on vous écoute. Les ressources en eau sont soumises à une pression croissante. C'est la croissance démographique, l'urbanisation, une forte augmentation de la consommation d'eau pour les usages domestiques, l'agriculture et l'industrie. Il y a le changement climatique qui aggrave le problème. Alors, cette évolution entraîne une pénurie d'eau et des conflits dans le monde entier et compromet sérieusement le progrès accompli dans la réalisation des SDG. Alors, l'évolution des modes de consommation, comme l'augmentation de la demande de viande et de produits laitiers, les monocultures, la production de biocarburants, tout ça nécessite un avantage d'eau et en outre d'apports en nutriments dans l'agriculture. Maintenant, en particulier dans les pays en développement, où les engrais artificiels sont chers, car ils sont liés au prix de marché mondial, les nutriments qui sont prélevés du sol par les récoltes ne sont souvent pas remplacés. Là, plus tard, j'aimerais bien avoir votre input parce que où il y a beaucoup des spiros, par exemple, et qui versent les bouts de vidange dans les champs. Alors, cette cycle existe déjà, mais on peut discuter un peu plus tard sur ça. Quand même, aussi ici, la superficie des sols est dégradée et déjà un quart de la surface de la Terre est dégradée et ça met en péril les moyens de subsistance de millions de personnes. La dégradation persistante de ces zones arides et semi-arides est appelée désertification. Alors, en résultant de l'utilisation non durable de les ressources naturelles et en plus la survenance d'événements extrêmes et de changements climatiques qui entraînent une perte globale de biodiversité. Il y a l'expansion des processus érosifs, des graves altérations des cycles hydrologiques, etc. Alors, le processus de désertification touche actuellement 250 millions de personnes directement, dont la subsistance dépend de l'approvisionnement de ces écosystèmes vulnérables et qui souffrent des conséquences de la pénurie d'eau, de la dégradation des terres et de la réduction de la productivité du système. Alors, des chiffres, il y a 80% des eaux usées dans le monde qui sont rejetées sans aucun traitement.
Au Mali, je disais 99%. Il y a 663 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Autour du monde, il y a 2,4 milliards de personnes sans installations sanitaires améliorées et il y a la dégradation des terres et de réduction de la productivité. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? On a mis 3 points. Premier, le pensée sectorielle. Ensuite, les approches conventionnelles qui sont non durables. Et troisièmement, les approches linéaires de la gestion de l'eau et des nutriments. Tous ces échecs ont des conséquences dramatiques sur l'environnement, sur la santé publique et le développement et compromettent donc gravement le progrès accompli dans la réalisation des SDG qui visent à réduire la pauvreté et à améliorer la santé et le bien-être général de tous. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos domaines? L'eau, assainissement, agriculture, la gestion des déchets et la production énergie. Malgré les efforts considérables qui sont déployés, il y a toujours une grande partie de la population qui ne bénéficie toujours pas de services de base. L'une des raisons peut-être que même aujourd'hui, la pensée sectorielle est prédominante. Alors, vraiment les acteurs des domaines, et ça se voit même dans les ministères, tout est dans leur domaine. C'est assez... ouais, il y a les secteurs, il y a une pensée sectorielle et les nexus, les liens entre eux sont bien là, mais ce n'est pas encore ouais, changé, c'est compliqué. Par exemple, nous avons beaucoup de provision de l'eau ou des toilettes. Il y a l'accès à l'eau qui est toujours priorité numéro 1. Et là, oui, c'est la chose la plus importante. Mais après, les eaux usées, et là, on peut dire que 80% de l'eau qui est fournie ou consommée, ça devient des eaux usées. Pour ça, il n'y a pas... C'est oublié souvent. Pareillement, fourniture de nourriture, mais il n'y a pas de recyclage des déchets organiques. Ici, voilà, c'est une photo de Katmandou, Népal. On voit le tuyau de la toilette qui sort directement dans le fleuve. J'ai des photos aussi de Mali. Je n'ai pas pu le temps de les mettre ici, mais je suis sûr que tout le monde se rend compte de ce problème. Maintenant, deuxième problème, c'est les approches non durables. Et là, souvent, c'est ce qu'on apprend dans les universités, c'est des approches comme la canalisation, comme les égouts. Ça fait 130 ans que ça a marché de mon côté, je suis allemand, en Allemagne par exemple, mais ce n'est pas du tout adaptif. Et maintenant à Berlin, ils doivent injecter 800 000 litres de l'eau douce par jour dans la canalisation parce que ils sont surdimensionnés. Alors, il y a d'autres exemples comme le transport d'eau potable du lac Constance à Stuttgart. Et
c'est sur 200 km que l'eau est transportée, qui ne fait pas de sens. D'autres choses, ça mélange ce qui ne devrait pas être mélangé. Alors, avec les toilettes à la chasse d'eau classique, on mélange environ 50 kg de matière fécale par personne par an, environ 500 litres d'urine par personne. Et là, j'ai adapté, j'ai pensé avec même si on n'a pas des toilettes à chasse d'eau, ici au Mali, on utilise de l'eau pour se laver. Alors, au moins 2500 litres par an par personne aussi. Maintenant, ces eaux usées sont déversées sans traitement dans les rivières où ils polluent encore plus. Voilà, ça n'applique pas trop. Autre exemple, des approches qui sont non durables, c'est les stations d'épuration des eaux de haute technologie. Alors, il faut un long réseau d'égouts et des pompes pour acheminer ces eaux usées vers la station. Il y a l'électricité qui est nécessaire pour l'aération, pour les pompes et pour d'autres pièces mobiles. Il y a le personnel d'exploitation et de la maintenance qui doit être qualifié et donc coûteux. Alors, il y a des coûts élevés et il y a un recyclage difficile en raison de la contamination des métaux lourds. Et la question, ça c'est pas traduit, qui va payer pour ça? Il y a souvent le problème de transfert direct de ces technologies d'assainissement des pays développés vers les pays en développement et oui, avec les coûts qui viennent avec, aussi avec les problèmes qu'il pose avec le changement climatique. Il y a une opportunité de créer un système d'assainissement qui est adapté ou qui est plus adaptif, plus flexible pour répondre aux insécurités qui viennent avec le changement climatique. Troisième chose, c'est beaucoup de gens agissent encore comme si nous vivions dans un monde plat. Les chaînes de l'utilisation, de consommation sont linéaires. Il y a une petite explication ici. Alors, on fait grandir la nourriture, on le cuisine, on mange, après on va aux toilettes et ça disparaît dans un trou magique. Voilà, comme si on était dans un monde qui est plat. Voilà, ici l'approche linéaire pour la gestion de l'eau. On a l'utilisation des eaux souterraines surtout, eau est utilisée dans l'agriculture domestique et industrie, et les eaux usées sont rejetées dans les eaux de surface. Similairement, pour le flux des nutriments, épuisement des nutriments dans l'agriculture, on le consomme, et les eaux usées créent une accumulation de nutriments dans les écosystèmes aquatiques. Ça joue aussi sur les engrais.
En fait, c'est ce que les plantes ont besoin. C'est il me manque les mots français là. L'azote, c'est ça, l'azote, phosphore et potasse. Maintenant, la corrélation entre les nutriments qui sont consommés et les nutriments qui sont excrétés sont visibles ici. Et c'est la même chose. Alors, environ 100% de tous les nutriments qu'on consomme sont excrétés pour ces trois éléments dont les plantes ont besoin. Voilà. Pour une personne, la quantité de nutriments perdus est presque égale aux besoins pour produire sa nourriture. Ça se voit ici. En bas, il y a l'azote, phosphore et le potasse. En vert, c'est les besoins des plantes. Et en jaune, c'est ce qui se trouve dans l'urine et dans les boues, dans l'excréta. Maintenant, dans le cadre de nos pratiques actuelles, qu'est-ce qui relie nos cycles de l'eau et des nutriments? Dans le nord, c'est les toilettes. Après, c'est versé normalement dans la nature. Mais surtout pas recyclé. Mais le monde est rond. Alors, ça fonctionne en cycle. Et déjà, toutes les prépositions sont là pour utiliser ces cycles. Alors, on peut bien utiliser les excréta, tous les nutriments qui sont là-dedans pour faire la nourriture. Encore, cycle de l'eau, cycle de nutriments. On peut faire mieux. Si on relie le cycle de l'eau, cycle de nutriments et de l'assainissement, on peut résoudre ce gros problème en une seule fois. Alors, recyclons les nutriments et l'eau. Pour ça, l'élaboration des politiques à haut niveau, c'est important, mais c'est surtout souvent fatigant. Alors, on doit travailler ensemble à petite échelle. Alors, commençons-nous par un travail où nous avons le pouvoir de faire quelque chose. C'est à un niveau local. Et là, il faut impliquer les gens dans le processus pour prendre les décisions, pour la mise en œuvre, l'exploitation et la maintenance. Et il ne faut pas seulement se concentrer sur les approches hardware, alors des solutions matérielles, mais aussi il y a des solutions immatérielles. Le comportement, le tri des déchets solides, organiques, tout juste la façon de gérer ces ressources qui sont actuellement pas utilisées. Alors, ça, ce serait un exercice, mais je vais directement montrer la solution. Alors, ici, on voit les cycles de l'eau et des nutriments. Nous avons les sources de l'eau, c'est purifié, c'est distribué, après c'est utilisé. Nous avons dedans le cycle des nutriments. À la fin, on a soit la réutilisation, soit
le versement, mais des eaux traitées dans la nature. Alors, c'est ça l'approche de la gestion de l'assainissement et de l'eau durable. Et avec ça, j'aimerais bien vous relancer la question du début et demander quelles solutions pour améliorer l'accès à l'assainissement au Mali, qui est ou prend en compte la durabilité, le contexte qui est là, et voilà, avec lequel on peut faire des entrepreneuriats. Merci jusque-là. C'est nous qui vous remercions. Alors, c'était très riche, effectivement, et c'est super d'avoir pu reposer tous les enjeux comme cela, comme vous avez pu le faire. J'arrête votre partage d'écran, si ça ne vous dérange pas, pour pouvoir passer la parole à ceux qui voudront bien se lancer, oser prendre la parole. Ils ont peut-être des questions, ou en tout cas, on les invite à répondre à votre question. Quelle solution justement pour améliorer l'assainissement au Mali? Alors, est-ce qu'il y en a certains qui veulent prendre la parole? Donc, on vous invite vraiment à lever la main. On peut dans un premier temps rebondir aussi sur cette présentation. Je vais laisser la parole à Ibrahim Doumbia. Vous avez la parole, Ibrahim, allez-y. Alors, il faut ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon? C'est bon. OK, voilà. Donc, je disais bonsoir à tout le monde et c'est un plaisir de partager, de participer et voilà, de partager les connaissances par rapport à tous ces thèmes-là sur les opportunités d'entrepreneuriat par rapport au changement climatique. Alors, les solutions, à mon sens, la solution que je veux proposer pour améliorer l'accès à l'assainissement, c'est déjà la sensibilisation. Permettre à trouver des moyens pour pouvoir permettre au maximum de gens déjà de comprendre le cycle de l'eau. Comme dans la présentation, on a vu que les gens pensent qu'on est dans un cycle linéaire ou on est dans un processus linéaire et que finalement, on va utiliser et qu'il n'y aura pas de contrepartie. Et peut-être pour nos enfants, d'ailleurs, on n'y pense pas. Donc déjà, de mettre en place une structure qui puisse apporter cette sensibilisation, cette éducation aux gens et les faire comprendre que en réalité, l'eau est quelque chose qui doit être recyclé, effectivement. Et ensuite, une fois que les gens comprennent l'enjeu du recyclage, l'enjeu de faire en sorte que l'eau puisse servir encore, mettre en place des possibilités que les gens puissent eux-mêmes, à leur niveau, dans chaque famille, un système où on peut épurer l'eau, où on peut recycler l'eau. Peut-être ça peut être au niveau des champs. Par exemple, je fais de l'agriculture, moi. Ça peut être que l'eau qu'on utilise, par exemple, pour le maraîchage, on peut en faire en sorte de récupérer cette eau-là et de l'utiliser encore pour le maraîchage en mettant des systèmes en place. Moi, je ne suis pas je n'ai pas toutes les solutions techniques, mais je me dis qu'une fois que on a sensibilisé les gens, une fois que les gens comprennent de plus en plus qu'il y a un enjeu à faire de recyclage, donc mettre en leur disposition des solutions locales, même au niveau de chaque famille, pour que les eaux qu'on utilise dans chaque famille puissent être utilisées pour l'arrosage, pour d'autres choses, par exemple. Voilà, merci.
Merci Ibrahim. On va Mhm. vous garder encore avec le micro ouvert, peut-être pour un échange avec Jacob. En tout cas, moi, ce que j'ai compris de cette conférence, c'était qu'on pouvait recycler l'eau, oui, mais pas seulement. Ouais. Ibrahim, j'ai une question. Est-ce que vous, ça vous semble acceptable qu'on puisse réutiliser l'urine, les matières fécales après traitement pour pouvoir, par exemple, fertiliser votre champ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible, qui pourrait être accepté? Les matières, l'urine et les matières fécales, non, parce qu'il y a un enjeu aussi, comme on appelle, d'assainissement. Et comme je suis microbiologiste de formation, je sais que même si on fait le traitement, même si on met en place des systèmes, ce n'est pas fiable à 100%. Et il peut y avoir des risques, n'est-ce pas, de contamination et des risques en termes de santé publique. Mais il y a certaines eaux domestiques, les eaux par exemple, lorsque on utilise l'eau par exemple pour le sol, par exemple, il y a des gens qui utilisent beaucoup d'eau pour nettoyer les motos, pour nettoyer les véhicules. Cette eau-là peut, à mon avis, cette eau-là peut être utilisée, par exemple, pour l'arrosage, par exemple. Voilà. D'accord, Ouais. c'est une idée. Je ne suis pas spécialiste non plus, hein, mais je voulais poser Voilà, une c'est ça. question un peu provocatrice. C'est ça. Puisque, il me semble que c'est possible, mais bon, je laisse Jacob répondre à cela. Qu'est-ce qui est possible de recycler et quels sont les Oui, possibles risques? d'accord. Alors, c'est tout à fait vrai. Euh, alors, merci d'abord pour l'explication, aussi la sensibilisation, c'est tout à fait, ouais, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante en fait. Euh, Maintenant, pour le recyclage, euh, il y a les deux types d'eau usées. Il y a les eaux grises et les eaux noires. Les eaux grises, c'est ce qui est produit dans la cuisine, dans le lavage euh, et, oui, et nettoyage. Il y a les eaux noires qui sont contaminées avec les matériaux fécaux. Euh, Maintenant, l'eau grise, c'est facile à traiter pour l'utiliser pour l'arrosage. Là, on peut, même au niveau ménage, avoir des filtres, quelque chose comme un lavoir puisard. On installe un filtre avec le gravier, du sable. Euh, Ça ne coûte pas beaucoup, euh, ça ne prend pas beaucoup de maintenance. Euh, alors ça, c'est une solution qui est là, qui est possible. Euh, le ouais, problème, surtout à Bamako, l'eau n'est pas chère du tout. En plus, on a beaucoup des forages anarchiques. Alors, il y a beaucoup de ménages qui ont leur propre forage. Euh, oui, voilà. Alors, souvent, c'est pas nécessaire de recycler l'eau au niveau économique. C'est ça un peu, c'est ce que j'aimerais bien ressortir aujourd'hui. Euh, et par rapport au pot de vidange, c'est tout à fait vrai. Il y a la contamination. Quand c'est traité, normalement, si on fait bien, il n'y a plus de contamination, alors c'est prêt à utiliser. Là, surtout, il faut séparer l'eau qu'on traite et
Après, il y a aussi les boues, toutes les matières solides qu'on peut collecter, qu'on peut sécher et ensuite hygiéniser dans une procédure de compostage pour faire de l'engrais organique. Alors, oui, tout était vrai, c'est ce que M. Doumbia, c'est ce que vous avez dit, mais les solutions sont là, mais il faut voir comment le rendre fiable économiquement. Ouais, effectivement. C'est le mot. Et pendant la formation, nous avons la présentation, j'ai le côté des structures d'épuration d'eau. Je n'avais pas, pour moi, c'était une bonne solution, mais je n'avais pas du tout vu qu'en réalité, c'était un coût énorme. Donc, par exemple, je sais qu'au Mali, il y a au niveau des industries, je connais l'expérience de Bramali, dans la société de brasserie du Mali qui a une station d'épuration d'eau, mais c'est vraiment pas évident que, par exemple, au niveau municipal, au Mali, par exemple, de les mettre en place. Et aussi, il y a la question de capacité. Les technologies qui sont là-bas sont assez, c'est très lourd. Et vraiment faire, si un entrepreneur ou peut-être moi, si on peut mettre en place un moyen qui puisse traiter ou assainir l'eau au niveau des ménages à faible coût et qui soit quelque chose qui soit vraiment utilisable par tout le monde, je pense que ce sera super. Donc, on est à la réflexion. On va réfléchir pour ça. Tous ensemble. C'est vraiment le défi qui nous est posé par Jacob. Comment réussir à améliorer l'assainissement tout en réussissant à générer des revenus, puisqu'effectivement, il faut que ce soit incitatif, il faut que ce soit durable. Alors, si vous me permettez, je pense alors qu'il y a une question, un enjeu de formation aussi qui se pose. Parce que je me dis qu'il doit y avoir une certaine technicité pour pouvoir mettre en place de pareilles solutions. Donc, des enjeux, par exemple, de formation ou des filières à l'université ou des filières professionnelles par rapport à ça. Effectivement, ça manque certainement. Merci beaucoup pour toutes ces contributions, Ibrahim. Je vais permettre à Alpha Cissé de prendre la parole. Il a aussi levé la main. Alpha, allez-y, vous avez le micro ouvert. On vous écoute. Ok, bonsoir tout le monde. Vraiment heureux de participer avec vous. Moi, je vous suis depuis la Turquie. Donc, je suis vétérinaire de formation. J'ai vu sur l'une des conférences au Burkina, il y a l'expérience, c'est-à-dire des déchets des abattoirs. Donc, dans la réutilisation pour la production de gaz. Bon, moi, au Mali, bon, comme le Mali aussi est l'un des plus grands cheptels animaux de la sous-région. Maintenant, on a à Bamako environ deux gros abattoirs. Maintenant, est-ce qu'il y a des possibilités par exemple, de faire de l'engrais organique à travers les résidus de l'abattoir, notamment le sang et les autres, voilà, le sang et les déchets des estomacs, du rumen, je veux dire. Donc, ou bien des engrais, ou bien aussi c'est-à-dire que d'autres produits qui peuvent être bénéfiques sur le plan de l'agriculture. C'est ma question en fait. D'accord, eh bien, je vais laisser Jacob y répondre. Qu'en pensez-vous? Merci, Monsieur Cissé. En fait, cette semaine, j'étais dans j'ai rendu visite à un abattoir. C'est ce qu'ils font là-bas. Alors, par rapport au sang, ça, on peut bien utiliser comme nourriture pour les poulets, par exemple. Alors là, ça, c'est consommable. Maintenant, c'est ce que j'ai vu là-bas, les boues des vaches, et c'est ce qui sort des... comment dire ça?
l'extérieur des vaches, c'est utilisé, c'est stocké, séché et c'est vendu en fait comme engrais. Alors les bouts des vaches sont à 100% utilisés pour l'engrais. Maintenant, l'autre question pour le biogaz. J'ai aussi vu, je pense que c'était la semaine dernière, une séance où c'était le thème aussi. Je ne suis pas sûr, peut-être vous savez mieux. Est-ce qu'au Mali, la production des vaches, est-ce que c'est centralisé ou est-ce que c'est des grands espaces Bon, toute simple question, est-ce que la production des vaches est centralisée? Alors, est-ce que c'est possible de ramasser beaucoup de leur boue au même temps? Parce que sinon, le biogaz, ça serait difficile de collecter toutes les boues. Oui, effectivement, il y a ce problème parce que notre système d'élevage est basé sur la transhumance, c'est-à-dire le mouvement des animaux en brousse. Donc, quand même, les fesses, c'est-à-dire que les bousses des vaches, bon, généralement, c'est dans la nature qui contribue un peu à la fertilisation de la végétation naturelle, quoi. Bon, j'ai compris. Donc, effectivement, s'il faut faire ça, il faut au moins avoir un peu le système intensif d'élevage. Bon, quand même, au niveau périurbain de Bamako, quand même, il y a pas mal de systèmes comme ça, mais je ne sais pas si les capacités pour en suivre suffisent. Il y a un projet qui ont réfléchi de faire le biogaz, même après c'est la question, qu'est-ce qu'on fait avec le biogaz pour les bouts de vache, s'il y a assez de quantité. Probablement, on pourrait même faire l'investissement pour le mettre en bouteille et vendre. Là où nous, de côté Borda, on a des expériences, c'est dans les institutions, dans les hôpitaux, les écoles, là où il y a assez de gens qui consomment, ou là où il y a aussi une cantine, où on peut mettre les déchets organiques et les bouts de vidange ensemble. C'est réaliste de produire du biogaz, mais ça peut seulement subventionner la consommation de l'énergie parce que c'est une production assez faible. Maintenant, par rapport au bout de vidange humain, tout ce qui est dans les latrines et des fosses septiques, c'est déjà les micro-organismes ont déjà détruit beaucoup. Alors le potentiel pour le biogaz des bouts de vidange n'est pas vraiment grande. Ouais. Je voulais laisser aussi la possibilité à Amadou Dibaba Traoré de rebondir, puisque je vois que dans le chat, il réagissait. Allez-y, Amadou. Ok, bonsoir. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, allez-y. Ok. Bon, je voulais vraiment appuyer les commentaires de notre conférencier concernant la demande qui a été posée. Comme je suis docteur vétérinaire aussi, fonctionnaire présentement au Mali. Concernant les 2 abattoirs frigorifiques de Bamako, oui, c'est possible de faire des biocarburants parce que la quantité présentement qui est abattue dans ces 2 abattoirs est énorme, malgré qu'il y a de la transhumance. Mais en ce qui concerne la transformation en des aliments, il y a aussi un risque aujourd'hui vraiment où la maladie de la vache folle qui a été déclarée en France vers 1900. Parce que la maladie de vache folle, parce qu'il y a certains animaux qui sont contaminés, ça peut, avec leurs os, parce qu'il y a
a certains œufs qui sont dessoucés, où on peut vraiment aussi vraiment les emballer, les broyer et les transformer vraiment en des aliments pour non seulement les animaux, aussi pour les volailles. Mais aujourd'hui, avec le bien-être animal, il y a une interdiction de cette transformation. Encore vraiment de réfléchir à nouveau comment transformer vraiment avec l'économie circulaire pour pouvoir vraiment rentabiliser vraiment ces pertes-là. Mais avec les conférenciers de la semaine passée, nous avons compris que les deux abattoirs pourront être autonomes lorsque vraiment nous dégageons une structure technique pour vraiment amener la biomasse à faire l'autonomie en électricité surtout et en gaz. Et ça, c'est possible. C'était ma contribution. Je vous remercie. Merci à vous. Oui, effectivement, l'innovation est bonne, mais il faut faire attention aussi à ce que nous faisons. Effectivement, les espèces animales végétariennes doivent garder un régime végétarien. Donc, il faut faire attention. Tout peut être recyclé, mais merci pour cette contribution. On ne peut pas faire manger tout et n'importe quoi à nos animaux d'élevage. Il faut faire très attention à notre santé. Je ne sais pas si Jacob, vous voulez rebondir. Sinon, il y a Mamadou Sissoko qui voulait également prendre la parole. Donc, oui, il faut l'essayer, il faut poursuivre ces approches, ces ambitions. Oui, voilà, je suis d'accord. Je pense votre commentaire pour attention pour les aliments, je pense qu'ils vont produire de sang, aliments pour les volailles. C'est pas pour la consommation humaine. Ok, alors Mamadou Sissoko. Oui. Allez-y, vous avez la parole. Oui. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. D'abord, je m'excuse, je vous ai pris en cours et je ne sais pas si M. Jacob a déjà touché à cette question qui concerne un peu le recyclage des eaux usées. Bon, à mon entendement, cela dépasse un peu le niveau d'initiative entrepreneuriale. Donc, la question est de savoir quel mécanisme, quel mécanisme ou quelle approche tripartite entre les autorités, la société civile et les entrepreneurs pour faire face à cette question de gestion des eaux usagées. Surtout, sachant qu'en Afrique, et particulièrement au Mali, comment la population locale aussi joue vraiment sur ces eaux usées. Bon, je me demande, est-ce qu'il ne faut vraiment pas mettre un peu d'accent sur une collaboration entre ces trois acteurs? Merci. Merci, M. Sissoko. Tout à fait. Les trois, comme oui, c'est un. Est-ce qu'on dit hasard? Non, c'est pas par hasard. C'est pour la contamination, c'est un risque pour la santé publique. Ça, c'est clair. Alors, toutes les autorités doivent être impliquées. Aussi, selon la loi, c'est clair qui devrait gérer les déchets organiques, les eaux usées aussi. Mais je pense s'il y a des petits, des innovations, des approches des entrepreneurs qui peuvent montrer que c'est une ressource et qui peuvent monter un système qui fonctionne durablement, tout le monde va être à bord. Alors la société, pour eux, c'est le côté santé publique. Pour les autorités, c'est bien leur mandat de
gérer les eaux usées pour les entrepreneurs. Oui, ça peut être une opportunité de faire un business. Et déjà, il y a par exemple, pour les déchets solides, il y a les municipalités ou les communes qui donnent des contrats à des GIE, des groupes d'intérêt économique, qui s'occupent de la collecte. Il y a, je pense, c'était hier que Sanouva a présenté. Alors, je pense que les trois domaines sont déjà ensemble. Alors, oui, pour les entrepreneurs, il faut voir d'où avoir les permis. Par exemple, si j'achète un Spiros, est-ce que j'ai besoin d'un permis? Est-ce que je peux le mettre directement sur le champ ou est-ce que j'ai la permission de traiter? Mais là aussi, il n'y a pas encore la régulation effective, mais ça doit se développer ensemble, je pense. Alors, tous les trois doivent travailler ensemble. Merci pour la réponse. Donc, cela me fait rebondir un peu sur la question de renforcement des capacités ou même la création de ces capacités, surtout au niveau local. Parce qu'aujourd'hui, nous manquons vraiment de ressources humaines compétentes dans ce domaine. Il y a aussi des opportunités, des jumelages avec d'autres pays pour des partages d'expériences et des partages de bonnes pratiques. Merci beaucoup pour votre contribution. Effectivement, l'idéal, c'est lorsque tout le monde travaille ensemble et que chacun joue sa partition. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Donc, c'est vrai qu'on aimerait vraiment que certains entrepreneurs se lancent et trouvent des nouveaux modèles très adaptés pour réussir à relever ce défi et réussir à valoriser les résidus issus de notre consommation. Je laisse maintenant la parole à Salahina Bokoum. Allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc merci de m'avoir donné la parole. Moi, j'ai aussi depuis Mopti. Cependant, la question que j'aimerais poser est de savoir, c'est-à-dire comment est-ce que Bordas intervient, c'est-à-dire quelles sont les technologies qui sont utilisées par Bordas dans le cadre de l'appui des communautés en matière de mesures d'assainissement. C'était la première question. La deuxième question était de savoir, c'est-à-dire quelles sont les régions dans lesquelles l'ONG intervient. Alors, je reprends la parole puisque je vois que notre conférencier a disparu. Je pense que sa connexion s'est arrêtée en cours de route. Et on garde cette question puisque vous avez raison de la poser. On est assez curieux, on a envie de savoir ce que fait Borda. Je pense que c'était une bonne approche aussi de la part de notre intervenant de vous challenger, de vous poser cette question, de savoir que faudrait-il faire. Toujours important de chercher de nouvelles idées et de s'interroger nous-mêmes, mais on n'a pas eu l'occasion justement de savoir comment concrètement Borda travaille. Donc on espère que Monsieur Jacob va revenir. Je regarde mon WhatsApp au cas où il serait en train de me contacter. Ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Ou bien, beaucoup. Oui. Pour m'aider. Espérons qu'il sera là. Oui.
Effectivement. En tout cas, je ne sais pas si vous avez eu des soucis de connexion, mais apparemment aujourd'hui, c'était assez compliqué. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, je peux déjà tous vous féliciter parce que vous êtes nombreux à suivre les conférences. Et donc, dès demain, on va vous proposer un nouveau test QCM. Et la semaine prochaine, on a un beau programme aussi. Ce sera donc la dernière semaine de conférence. Voilà, pour parler des questions de construction, de bâtiments durables. Et voilà, regardez, on a eu raison d'être. Bonjour, encore désolé, j'étais déconnecté. On l'a vu, et il n'y a aucun problème. On était sûr que vous alliez revenir. Donc, je vous relaisse la parole. Je ne sais pas si vous avez entendu la question. Puisque, voilà, donc je laisse beaucoup me la reposer. Oui, donc je dis cependant, les questions que j'ai à poser, c'est de savoir, c'est-à-dire comment est-ce que Borda intervient dans ces politiques, c'est-à-dire d'assainissement des populations, de promotion d'apport des mesures d'assainissement, et puis quelles sont les régions dans lesquelles l'ONG intervient. D'accord, merci pour la question, M. Bokoum. Nous, alors d'abord, c'est ce qui a été mentionné déjà, c'est le transfert de savoir-faire. Alors, en 2015, il y avait une délégation de 15 personnes de Mali qui ont été accueillis en Tanzanie. Nous avons notre bureau régional et déjà plein de sites à montrer. Et tous ces délégués travaillaient et travaillent toujours dans le secteur de l'assainissement. Et ça, c'était dans la société civile, parmi les autorités, parmi les agences nationales. Alors ça, c'est un exemple. Ensuite, nous essayons vraiment de faire une station pilote pour montrer notre approche, parce que si on peut le montrer, toucher, c'est différent de qu'on parlait. Surtout si maintenant le besoin est tellement grand, alors notre approche, c'est une approche décentralisée. Si on veut construire une station de traitement des boues de vidange à Bamako, les autorités, ils ont raison, disent que ça doit être au moins 300 mètres cubes par jour. Alors, vraiment les grandes stations avec un grand investissement, c'est ce que nous, la technologie que nous avons développée s'appelle DWAT. Alors, c'est des systèmes de traitement des eaux usées décentralisés. C'est plutôt petit. On peut les avoir à 100% sous-sol. Alors, on le met dans le jardin ou sur un parking. Il y a vraiment beaucoup des options de les faire disparaître. Et c'est ça un peu qui manque encore ici, de montrer que le traitement des eaux usées, ce n'est pas toujours le lagunage qui pue, ça peut aussi être avec des moyens limités, avec les matériaux locaux, sans ajout d'électricité et avec une maintenance assez simple qui se laisse réaliser dans tous les contextes. Alors,
On a construit autour du monde plus que 5000 de ces stations. Maintenant, on est convaincu que ça peut marcher ici. Après ça, alors c'est d'abord aussi le capacitation, le développement des capacités sur nos propres ingénieurs, parce que ce savoir-faire n'existe pas. Alors, vraiment, notre équipe doit être formée d'abord. Après, ils vont recevoir une formation de formateur. Et ensuite, comme ça, on espère multiplier la capacité de sensibilisation, de formation. Voilà, c'est ça un peu l'approche. On travaille avec toutes les autorités, avec mon GSM, avec la DNACPN, avec la DNH, avec d'autres structures qui sont dans l'eau et assainissement. Alors oui, capacité, au développement des capacités, ça joue un grand rôle. Il y a aussi un peu de lobbying qui devrait venir dans l'avenir pour montrer que les stations ou ces solutions sont capables d'atteindre les standards maliens pour le traitement des eaux, pour verser les fluents. Alors, il y a beaucoup de domaines qui doivent être touchés. Il y a le comportement aussi au niveau des ménages. Voilà, c'est un peu... Voilà, pardon, mon micro était coupé. Hein. C'est bon, beaucoup, vous avez eu aussi la réponse parce qu'effectivement, on était curieux de savoir ce que Borda pouvait proposer, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Oui, franchement, j'ai eu quand même satisfaction dans ces réponses. C'était là même la question, savoir un peu ce que l'association et l'ONG fait et puis quelles sont les collaborations. Je viens d'apprendre à travers ces interventions qu'ils collaborent avec beaucoup de structures qui œuvrent dans le secteur de l'eau, tels que les services de l'hydraulique et autres. Et je suis quand même satisfait de sa réponse. Merci beaucoup. Eh bien, nous avons déjà passé presque 1h30 ensemble. Je dois dire, Jacob, que votre conférence nous a vraiment interpellés puisqu'elle fait aussi le lien avec beaucoup d'autres conférences qu'on a eues depuis le début. La conférence qui parlait d'économie circulaire, d'autres conférences qui parlent des questions d'énergie, notamment de biomasse énergie. Ça m'a fait aussi penser à la conférence sur l'agroécologie, sur comment faire avec ce que la nature nous offre pour cultiver en cycle fermé, ou même aussi la conférence liée au cycle de l'eau en début de semaine, les questions de recyclage. On ne peut pas déconnecter toutes les conférences qu'on a fait. C'est comme ce que vous nous avez présenté. Il faut arrêter de penser de façon sectorielle, mais réussir à avoir une vision d'ensemble de tous les enjeux pour trouver des solutions inclusives qui vont vraiment être basées sur ce que nous pouvons observer, les difficultés pour pouvoir apporter des solutions vraiment sur mesure. Eh bien, on va pouvoir aussi aller sur le site de Borda Mali pour en savoir plus pour ceux qui s'y intéressent, ou en tout cas, je sais qu'on aura tous un œil beaucoup plus attentif sur les activités de votre ONG maintenant qu'on a eu vraiment cette présentation qui nous a ouvert les yeux sur beaucoup de challenges. Je ne sais pas si vous voulez donner un petit mot de la fin, Jacob, avant que je remercie tout le monde.
Allez-y. Le micro est fermé, en fait. Oui, merci beaucoup. Merci pour les questions. Merci d'avoir de me laisser présenter. Je n'ai pas suivi combien de participants sont toujours là, mais je pense qu'on n'a pas perdu trop. Alors, c'est bien. Merci beaucoup pour ça. Aussi, gern geschehen pour ceux qui ont écrit Danke Jakob en allemand. Merci beaucoup. Il y avait des questions dans le... j'ai vu, mais ils sont plus ouverts. Il y avait une question encore sur le sang pour l'aliment bétail, comment on fait. Bon, peut-être que vous pouvez partager mon email s'il y a encore des questions. Oui, Ouais, d'accord. Si vous en êtes d'accord, on va le partager. Oui, c'était Amadou qui dit comment le sang des animaux abattus peut-il servir de nourriture pour les poules? Ah, oui, voilà, c'est bouilli, ensuite séché et ça devient une sorte de poudre et ça on peut donner au poulet. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, ça peut être surprenant quand on ne le sait pas. Effectivement, c'est bien le cas. Voilà. D'accord. Alors, merci pour l'opportunité. Merci Elodie pour l'organisation aussi. Et voilà. D'accord. Écoutez, le contact est pris. On espère qu'il y aura d'autres opportunités de collaboration, pourquoi pas, avec Donilab. Donilab, c'est un incubateur qui accompagne les porteurs de projets, les porteurs de projets de création d'entreprise et les entrepreneurs déjà en action à aller plus loin, à grandir, à changer d'échelle. Et bon, parfois, il y a nécessité de faire appel à certains experts de certains domaines pour réussir à ne pas trop perdre de temps et apporter les meilleures solutions. Alors, maintenant que le contact est pris, peut-être que ça donnera lieu à d'autres partenariats. En tout cas, on vous remercie vraiment beaucoup. Vielen Dank, comme disent les participants. Voilà, on ne pourra pas dire beaucoup plus en allemand, mais merci en tout cas d'avoir partagé votre expertise en langue française. On sait que ce n'est pas forcément simple. J'imagine que vous travaillez beaucoup en anglais également. En tout cas, nous, notre volonté, c'était vraiment de pouvoir mettre à disposition des participants des informations en français et qui soient adaptées au contexte du Mali. Vous avez vraiment pu le faire et c'est ça qui est le plus important. On vous remercie encore. On souhaite à tout le monde une très bonne soirée, un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur le thème de la construction. Comment construire de façon durable dans le contexte sahélien. Voilà, ce sera le secteur sur lequel on va s'interroger la semaine prochaine, même si, on l'a compris, tout est lié. Alors, merci à tous, bonne soirée et au plaisir, au revoir.